Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de Demain à la Une. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pour cette deuxième partie, tout d'abord notre spécialiste Europe, Caroline de Camaret, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et en face de vous, Nicolas Falaise, journaliste de RFI. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous allons commencer avec vous donc, et avec le Conseil européen, Caroline, le Conseil européen donc, qui devra se réunir les 17 et 18 mars à Bruxelles pour examiner de nouvelles mesures qui pourront aider peut-être à faire face à la crise des migrants et des réfugiés. C'est ce dont on va parler. Lors de cette rencontre, les chefs d'État et de gouvernement européens débattront donc notamment des mesures controversées en négociation avec la Turquie qui prendra aussi part à ce sommet. Caroline, tout d'abord, il y a eu un sommet entre l'Union européenne et la Turquie en début de cette semaine pour discuter justement de l'ébauche d'un projet d'accord dont on va encore reparler cette semaine. Ankara a obtenu, entre autres, par exemple, que la réadmission sur son territoire des migrants qui ont transité par la Turquie, qui sont arrivés sur les îles grecques, reviennent donc réadmis en Turquie. Et pour chaque migrant réadmis, un Syrien pourrait partir vers l'Union européenne. Est-ce que c'est à peu près ça? Vous pouvez peut-être nous expliquer un peu plus. Alors, c'est assez révolutionnaire, en fait, ce qui est en train de se concocter et qui sera ou non décidé à la fin de la semaine prochaine. Révolutionnaire parce que le principe, c'est quand même qu'on renvoie tous ceux qui sont arrivés sur les îles grecques, mais je dis bien sur les îles grecques, je dis bien tous ceux. C'est-à-dire à la fois les migrants économiques et les migrants qui sont humanitaires ou vraiment un droit d'asile réel, comme les Syriens. On les renvoie tous sans distinguo avant d'avoir examiné leur cas. On les renvoie vers la Turquie et on dit oui, mais par compensation, puisque la Turquie a 2,5 millions de migrants sur son sol et qu'on veut bien des Syriens en Europe, on n'a rien contre eux. Tous ceux qu'elle reprendra de Syriens dans le lot, eh bien, on va compenser en allant chercher dans ces camps bien labellisés des Syriens réels, etc., qu'on va se répartir en Europe. Alors déjà, on n'arrive pas à se répartir qui que ce soit en Europe. Le plan est en panne. C'est un premier échec. Et puis le deuxième constat, c'est qu'aujourd'hui, ça met en cause véritablement les conventions internationales. Certaines ONG, le HCR, a redit que cette espèce d'idée de renvoyer tout le monde en très large masse était contraire finalement à tout le droit d'asile et sa pratique et son esprit. Alors, la Turquie a aussi négocié, a parlé de son adhésion. Donc la candidature d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, c'est des choses aussi qui risquent d'avancer un petit peu avec toute cette histoire. Ouais, alors vous vous souvenez quand même, Aziza, qu'elle était gelée, ouverte en 2005, et puis très gelée en particulier par la France et un certain Nicolas Sarkozy ces derniers temps. Il y a 15 chapitres qui sont ouverts sur 35 et la Turquie voudrait en relancer 5 simplement. Il y a quand même un problème parce que dans ces 5 chapitres d'adhésion, il y a en effet la progression de la justice et notamment des droits humains et en particulier, vous le savez bien, la Turquie a ce qu'on appelle une dérive autoritariste. Alors, est-ce qu'on va faciliter une adhésion express avec des critères moins contraignants d'une Turquie de 80 millions d'habitants qui véritablement n'a pas montré patte blanche en matière de partage des valeurs européennes? C'est véritablement un débat crucial de fond, c'est-à-dire puisqu'on n'a pas réussi à nous-mêmes avoir une politique d'asile morale comme le voulait la chancelière d'ailleurs, d'accueil, de welcome en Europe, eh bien on est en train de se dire on cache le problème sous le tapis puis on délègue toute cette politique et tout cet aspect moral à la Turquie qui n'est pas un pays qui partage la totalité des valeurs européennes en l'état. Alors avant de revenir peut-être un petit mot sur les droits de l'homme, mais juste avant ça, il y a aussi un plan financier. La Turquie a aussi imposé ses conditions. C'est ce qu'on dit depuis le début de semaine, depuis ce sommet à Bruxelles. Normalement, dans le cadre du programme d'action conjoint signé le 29 novembre dernier, la Turquie devait avoir 3 milliards d'aides. Elle aurait ou obtiendrait au moins 3 milliards de plus pour pouvoir accepter un peu tout ce deal, quoi. Dans la foulée, elle en demande le double, soyons clairs. En effet, d'ici 2018, elle se dit mais pourquoi pas, allons-y, puisque nous offrons plus, nous allons demander plus. Le problème, c'est que pour l'instant, les 3 milliards, déjà, ils n'étaient pas verrouillés. Il y avait 500 millions de la Commission et encore, il faudra l'accord du Parlement européen, c'est compliqué. Les États ne voulaient pas mettre la main à la poche. Certains États de l'Est de l'Europe, par exemple, se disent on a vraiment un problème de réfugiés, mais en même temps, ne se sentent pas concernés tellement ils ferment leurs portes. Ils ne veulent pas de partage du fardeau, mais ils ne veulent pas non plus du partage du fardeau financier. Donc, on a une espèce de schizophrénie. On ne veut ni payer
sait ni prendre ses responsabilités. Enfin, je pense que ça va être un Conseil, en effet, très chahuté au niveau des 28+1. En plus, symboliquement, la Turquie est en train de s'inviter à tous les conseils européens, soyons clairs. On n'est plus dans un 28+1, on est véritablement dans un 29. Avec qui sont nos nouveaux amis? Alors là, on va peut-être parler de liberté de la presse, en effet. Alors justement, aujourd'hui, on a vu, fin de semaine dernière, la Turquie qui avait mis sous tutelle un très très grand journal d'opposition, Zaman. On a eu plusieurs fois, on a parlé d'atteintes aux droits de l'homme, d'atteintes aux droits de la presse, etc. Mais tout ça, on va peut-être pas en parler, on va pas se fâcher la semaine prochaine, quoi. Alors que d'ailleurs la chasse aux sorcières continue dans le pays, sous toutes ses formes. C'est pas un cas isolé. Non, oui, c'est les opposants, qu'ils soient journalistes ou politiques, etc. Et les Turcs osent faire ça à 2 jours d'un conseil qui était prévu avec les Européens. Donc, en effet, il y a cette question de Monsieur Erdogan, désormais président, mais qui change de siège en fonction de son intérêt politique et qui ne veut pas entendre parler d'une quelconque opposition, même pas d'ailleurs d'un prédicateur qui, en l'occurrence, fait aujourd'hui le rôle de l'opposition, qui n'est pas une opposition démocratique. Quand on parle de Zaman, c'est aussi un problème, il y a aussi un problème plus général, plus culturel. L'islamo-conservatisme, dont on a dit que c'était un islamisme modéré, en vérité, ne supporte pas une forme d'opposition. Mais Bruxelles accepte. Alors, Bruxelles... on fait un communiqué, quoi, pour dénoncer, mais bon, on ne va pas plus loin. Voilà, Bruxelles rappelle les grands principes, mais en vérité, déroule le tapis rouge quand il s'agit de recevoir ce Premier ministre. Bruxelles a fait des choses qui étaient compréhensibles. Elle a diminué le rôle de l'armée en Turquie, mais l'armée était aussi, d'une certaine manière, la garante de la laïcité. La laïcité. Bah oui. En l'occurrence, elle avait un rôle trop important dans la société au regard de nos critères, mais cette laïcité, elle a perdu en force, en puissance, et puis elle n'a plus de représentation politique très valable. Alors, et même la pièce d'opposition, maintenant, est démantelée, en effet, par le sultan Erdogan, qui est notre nouvelle meilleure amie. Merci beaucoup, Caroline. À suivre, donc c'est les 17 et 18 mars. Nous allons parler aussi d'un autre endroit où il y a eu quelques petits problèmes de droits de l'homme, on va dire, Nicolas. Le Bahreïn, donc c'était le 5e anniversaire, ça sera le 5e anniversaire la semaine prochaine, de la proclamation de l'état d'urgence. Donc le 5e anniversaire du début du soulèvement des chiites au Bahreïn, c'était en février, c'était la mi-février. Le 15 mars 2011, le roi Hamad Ben Issa Al Khalifa du Bahreïn, donc lui proclame l'état d'urgence pour 3 mois au lendemain de l'arrivée surtout des troupes du Golfe venues l'aider à contenir la contestation chiite. C'est un pays donc de chiites, mais avec une monarchie sunnite, pour bien expliquer. Nicolas, est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler en quelques mots les raisons du soulèvement de 2011 ? Alors à l'époque, il y a à la fois des raisons régionales et locales. Régionales, on est dans la période des printemps arabes, des soulèvements arabes qui ont donné des résultats très différents en Syrie, en Libye, en Égypte, au Yémen, etc. C'est dans ce mouvement régional que s'exprime la demande de davantage de droits de la population bahreïnienne, avec cette spécificité que vous venez de rappeler, qu'on est dans un pays du Golfe dont la majorité de la population est chiite, mais à la tête de ce pays, il y a une dynastie sunnite. Donc, pour la foule qui descend dans les rues du pays en février 2011, il y a une demande d'égalité, de droit, qui n'est pas une demande de renversement de la monarchie à l'époque, mais une demande de droit d'établissement d'une constitution, d'une monarchie constitutionnelle. C'est la demande principale à ce moment-là. Effectivement, vous l'avez rappelé, cela ne dure pas longtemps. Au bout de quelques semaines, les troupes du Conseil de coopération du Golfe, Arabie Saoudite en tête, pénètrent à Bahreïn. Alors c'est très facile, parce que Bahreïn est un archipel relié à l'Arabie Saoudite par un pont autoroutier. Les blindés entrent dans la nuit du 14 mars et le soulèvement, le printemps de Bahreïn s'arrête en quelques jours, réprimé par cette intervention des forces du Conseil de coopération. Sous un silence international quand même un peu. Parce qu'à l'époque, on est sans doute aussi dans la surprise que crée cette série de soulèvements dans la région. Mais est-ce que le soutien des monarchies pétrolières du Golfe n'aide pas aussi à ce silence ? Alors, ce qui est clair, c'est que la réaction rapide et ferme, brutale des monarchies du Golfe est liée aux 2 raisons qui sont celles du soulèvement à Bahreïn. La raison régionale, le soulèvement, les remises en question des pouvoirs dans la région, c'est insupportable pour les monarchies arabes sunnites du Golfe. Et la raison
liées à la spécificité de la population de Bahreïn. C'est inacceptable également au regard de l'Arabie saoudite, qui a tendance à tout interpréter en termes de rivalité avec l'Iran chiite. Cette ligne de partage, cette ligne d'affrontement passe par Bahreïn, intolérable pour les autres monarchies, d'où l'emploi de la force. Alors aujourd'hui, on n'avance pas tellement sur le plan politique, mais j'ai envie de vous poser aussi une question économique. C'est la crise, le prix du baril de pétrole a baissé. Du coup, le Bahreïn, qui lui tire 86 à 88% de ses revenus des recettes pétrolières, lui, est donc frappé de plein fouet par cette crise économique. Alors effectivement, la crise politique se poursuit, mais il y a aussi ce facteur. Hein, le Bahreïn est membre du Conseil de coopération du Golfe, et comme monarchie pétrolière, il subit la même situation et la même équation. Comment faire face à cette nouvelle donne qui est celle de la baisse des prix du pétrole? Comment renoncer progressivement ou partiellement à l'État-providence? Comme d'autres pays de la péninsule, Bahreïn a cessé ou diminué ses subventions sur un certain nombre de produits de première nécessité, produits alimentaires, l'énergie, etc. Ce qui pose évidemment des questions, y compris en termes de stabilité de ces pays du Golfe et de Bahreïn en particulier, eu égard à la situation politique qui demeure tendue dans le royaume. 30 secondes, la déchéance de nationalité semble être aujourd'hui utilisée comme arme pour pouvoir couper l'herbe sous le pied de l'opposition, voire museler cette opposition. Selon les organisations de défense des droits de l'homme, plus de 200 citoyens de Bahreïn ont été déchus de leur nationalité depuis le printemps de 2011. Un certain nombre de membres du parti Al-Wifaq, le principal parti d'opposition. Certains sont aujourd'hui exilés à Londres. Mais il y a d'autres atteintes aux droits de l'homme critiquées par les organisations, torture en prison, procès inéquitable à Bahreïn. Merci beaucoup Nicolas pour ces explications. Merci en tout cas à vous deux d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Demain à la Une. Je vous retrouve la semaine prochaine et en attendant, n'oubliez pas que l'avenir n'est qu'un présent qui s'ignore. Bon week-end.